L'actualité politique cette semaine, elle est marquée par le triste anniversaire des attaques du 7 octobre 2023. À l'aube, rappelez-vous, des commandos du Hamas ont traversé la frontière entre Gaza et Israël et ont pris d'assaut des bases militaires, des kibboutz et un festival de musique dans le sud des pays. Cette attaque c'est une attaque terroriste qui a fait 1205 morts, dont 850 victimes civiles. Les commandos du Hamas ont enlevé des personnes et retenu en otage 251 personnes le 7 octobre. Officiellement, il y en a encore 63 d'entre elles qui sont toujours en vie. Et cette attaque a entraîné une réplique du gouvernement de Benyamin Netanyahou contre la population de Gaza et contre le Hamas à Gaza. Cette guerre a fait près de 42 000 morts en un an à Gaza par l'armée israélienne, dont près de 17 000 enfants. Les Nations Unies estiment qu'aujourd'hui, il y a 1,9 million de Gazaouis qui sont déplacés. Lundi, le Conseil représentatif des institutions juives de France organisait à Paris une cérémonie en hommage aux victimes du 7 octobre. Michel Barnier, le Premier ministre, y a été invité à prononcer une allocution. Et au cours du discours du Premier ministre, Michel Barnier, il a parlé du soutien de la France à Israël et il a provoqué des huées. Puisque quelques jours plus tôt, le président de la République, Emmanuel Macron, avait fait savoir qu'il souhaitait que la France cesse les livraisons d'armes en direction d'Israël. D'où ces fameuses huées. On a la vidéo, on en parle juste après. Je veux aussi témoigner, comme je l'ai fait tout à l'heure en recevant leur famille, mon soutien personnel et l'engagement qui est aussi celui du président de la République à tout mettre en œuvre pour les faire libérer. La France n'abandonne jamais ses enfants. Voilà, le président de la République hué à cette cérémonie organisée par le Conseil représentatif des institutions juives de France, qui montre la tension qui existe autour de cette question et autour de la position de la France. Depuis quelques semaines, l'armée israélienne frappe le Liban pour éliminer le Hezbollah. Le Hezbollah, c'est un parti et un groupe paramilitaire chiite qui est allié à l'Iran. Israël bombarde jusque dans le centre de Beyrouth et a lancé une invasion terrestre dans le sud du Liban. Pour en parler, nous invitons sur ce plateau un journaliste qui revient tout juste de Beyrouth et qui va nous en parler. Je vous invite à applaudir Laurent Sélinder. Salut Laurent. Salut. Merci d'être avec nous. Laurent, ton nom et ton visage est un peu inconnu du public de Backseat et pourtant, c'est toi qui as été le journaliste qui a fait Backseat pendant 2 ans. C'était toi, Laurent, qui était derrière la caméra, derrière l'équipe éditoriale, à la préparation éditoriale de toutes les émissions de ces 2 dernières années. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Laurent, que je suis très fier. Je suis très heureux que vous voyez le beau visage de Laurent et que maintenant vous le connaissiez. C'est Laurent qui a fait Backseat. Laurent, tu es allé faire quoi à Beyrouth après Backseat ? Je pense qu'on s'est tous retrouvés un peu dépourvus l'an dernier quand la guerre à Gaza est devenue un peu le centre de l'actualité politique. Donc je souhaitais mieux comprendre ces enjeux-là, les enjeux géopolitiques évidemment, et puis comprendre ce qui s'est passé aussi humainement, c'est-à-dire comprendre les différentes perceptions qu'il pouvait y avoir justement de cette guerre en étant plus proche peut-être de ce qui s'y passait. Et j'ai eu l'opportunité d'aller bosser à L'Orient le Jour, qui était un journal que je lisais, qui est un journal dans lequel il y a des grands noms qui signent des papiers d'analyse, des reportages assez éclairants. Donc c'était vraiment une opportunité pour moi d'aller voir ça et comprendre de plus près avec ces gens-là justement. On a un extrait d'une vidéo que tu as réalisée, que je voudrais qu'on diffuse et que tu commentes. محمد ياسين مصور صحفي بجريدة لوريون لوجور. بخلال الفترة اللي عم نشوف فيها كتير اعتداء إسرائيلي على منطقة الضاحية الجنوبية، أنا من الأشخاص اللي كنت عم بنزل غطي وصور الضاحية. Qu'est-ce que ça t'a inspiré C'est une interview de mon collègue Mohamed Yassine. Alors, justement, pour préciser un peu ma position dans ce journal, je ne suis pas journaliste de guerre, je n'ai pas ce qu'on appelle l'EFAT, qui est la formation dans laquelle les journalistes apprennent justement à couvrir des zones sensibles, comment on se comporte sous un bombardement, dans des tirs, etc. Donc, moi, je vais assez peu sur ces terrains-là. Et mon collègue Mohamed Yassine, justement, il va documenter. Il est allé pendant toute la semaine dernière dans la banlieue sud de Beyrouth pour documenter justement les destructions, parler aussi
aux gens sur place, parce qu'aujourd'hui, la banlieue sud de Beyrouth, c'est un endroit qui est une ville fantôme. On peut penser un peu facilement depuis Paris, peut-être que c'est une guerre entre le Hezbollah et l'Israël, et donc Ça nous est présenté comme ça. Oui. Oui. Et peut-être qu'on a tendance justement à écarter les victimes civiles, mais justement dans cette banlieue sud de Beyrouth, il y a 500 000 personnes, je crois, qui y vivent, qui sont évidemment pas tous des combattants du Hezbollah, loin de là. Je pense qu'à Beyrouth, tout le monde connaît quelqu'un qui habite dans cette banlieue sud, quelqu'un qui a perdu son immeuble, enfin sa maison. Et justement, Mohamed il a été faire ce reportage. C'est énorme la banlieue sud, j'en parlais la semaine dernière parce que je disais que on nous disait il y a eu des frappes sur la banlieue sud et nous on dit la banlieue sud de Beyrouth, je connais pas, moi déjà la banlieue sud de Paris, j'y fous pas les pieds. Alors, et je me disais, est-ce que c'est un vrai truc, c'est quoi du coup? C'est pour ne pas dire Beyrouth directement, mais c'est des bleds autour, c'est beaucoup de monde. Ouais, comme je te disais, c'est 500 000 personnes qui vivent dans cette banlieue, en gros, qui est l'espace situé entre la ville de Beyrouth même, qui maintenant est ciblé aussi. Et c'est le quartier chiite, du coup? C'est quoi? C'est un quartier majoritairement chiite, oui. En fait, il est aussi peuplé beaucoup par des gens qui ont fui les précédentes guerres et qui sont allés s'installer dans cette banlieue sud, justement, dans les années 80, 90. Et c'est un quartier, on l'appelle Darrié, ce quartier, ça veut dire banlieue. Et on peut... c'est intéressant parce qu'en 2006, c'est un quartier qui avait été extrêmement ciblé aussi par les Israéliens lors de la guerre de 2006. Et il y avait cette doctrine de Darrié justement qui consistait en fait à aller détruire justement précisément. Ouais, mais pourquoi c'est celui-là qui est ciblé particulièrement? Alors c'est là où on trouve effectivement, c'est un quartier qui est dominé politiquement par le Hezbollah. C'est là où on trouve son quartier général. Et c'est là où on trouve beaucoup d'installations du Hezbollah effectivement. Donc c'est pour ça. Mais de toute façon, c'est déjà pas clair pour les gens le Hezbollah. Par exemple, le Hezbollah a sa propre armée et qui n'est pas nécessairement l'armée régulière libanaise. Et c'est eux qui tiennent la frontière sud. Ouais. C'est un peu particulier parce que c'est une milice qui a été fondée dans les années 80, justement parce qu'il y a eu une invasion israélienne en 1982, enfin 78 et 82, pour à l'époque s'attaquer, c'était pas le Hezbollah, c'était s'attaquer à l'OLP qui était installé au Liban. Et à cette époque-là, justement, il y a eu cette milice qui a été créée d'inspiration iranienne, encouragée par les Iraniens, financée, armée, entraînée par les Iraniens, mais qui partait aussi de cette résistance, entre guillemets, bien sûr, Mais il y avait une occupation. à l'occupation Alors attendez, israélienne. on va continuer à en parler, mais on va prendre la direction du Liban, puisqu'on est, en visio directement avec un journaliste qui est là-bas, qui s'appelle Arthur Saradin, depuis Beyrouth. Arthur, tu m'entends? Salut. Salut, ouais, j'entends très bien. Merci à toi Arthur d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Tu es journaliste franco-libanais, tu es correspondant pour Radio France, pour Libération et pour LCI. Le Liban, c'est un pays que tu connais bien puisque tu y es installé définitivement depuis que tu as 17 ans. Tu as été sélectionné par ailleurs pour le prix Albert Londres dans la catégorie du prix de la presse écrite. J'ai cru apprendre qu'il y avait eu des frappes près de chez toi récemment, tu peux nous en parler ? Ouais, alors moi je suis pas franco-libanais, j'ai que la nationalité française, mais en effet j'habite à Beyrouth depuis longtemps, et notamment dans ce quartier qui est alors un quartier très central de la capitale, où là vous le voyez sur l'image, il y a quelques minutes en fait, on a eu une immense frappe dans un quartier qui s'appelle Ras El Naba, donc qui est vraiment un quartier très central, qui est assez éloigné de la banlieue sud, qui est un quartier à majorité chiite. Donc a priori, il n'y en a pas eu d'ordre d'évacuation, donc c'est possiblement un assassinat ciblé. Il y en a beaucoup en ce moment dans la capitale et dans la banlieue. Il faut savoir aussi qu'au Liban, il y a plus d'1 million de déplacés entre le sud du pays et le sud de la capitale. Ça fait quand même un quart du pays. Le Liban, c'est pas beaucoup de monde. Donc ça fait presque plus d'un quart du pays qui est déplacé. Et beaucoup, en fait, le sont dans ce quartier, qui est un quartier super populaire, est vraiment densément peuplé. Donc là, on n'a pas encore de bilan, mais ça rentre dans ces tirs qu'on voit tous les jours et des fumées qu'on voit s'élever à l'horizon de la ville tous les jours, quoi. Dans quel état est-ce qu'il est le pays, ce pays que tu connais bien, dans quel état il est aujourd'hui? Tu parles d'1 million de personnes déplacées, c'est surtout dans le sud, le nord est épargné ou pas du tout? Écoute, le pays, il est catastrophé, mais il est catastrophé depuis 5 ans en fait. Le Liban, en 2019, il y a eu une des pires crises économiques de l'histoire depuis le XXe siècle, selon la Banque mondiale. C'est-à-dire que la monnaie nationale s'est complètement effondrée, surtout à cause des politiciens qui sont vraiment corrompus au Liban, quoi. Donc, les gens ne pouvaient plus retirer leur argent des banques. Et puis, depuis cette date-là, depuis 2019, c'est un peu
le festival des catastrophes tous les ans au Liban. Il y a eu l'explosion du port de Beyrouth, je pense que les gens s'en souviennent encore de ces images de la capitale qui explose. Il y a eu la crise de Covid qui a énormément terrassé le système de santé libanais. Il y a eu la crise économique, la crise sanitaire, et puis maintenant la guerre. La guerre, elle dure depuis 1 an déjà au Liban. Avant, on n'avait que 100 000 déplacés parce qu'elle se concentrait vraiment à la frontière, mais il y avait quand même des conséquences dans le pays. Et maintenant, depuis le mois dernier, il y a une escalade de cette guerre qui touche plus seulement la frontière. Maintenant, c'est dans tout le Liban, c'est dans la banlieue sud de la capitale, c'est dans Beyrouth elle-même, parce que comme il y a quelques minutes, on voit des tirs à Beyrouth, dans la ville, et même certains tirs qui vont jusqu'au nord et dans ce qu'on appelle la plaine de la Beka, c'est-à-dire une plaine qui est tout à l'est du pays. Et donc voilà, toutes ces régions-là maintenant sont concernées par la guerre. En fait, tout le monde est concerné par la guerre maintenant. Namo? Oui, bonsoir Arthur. Je voulais savoir, du coup, depuis l'escalade, est-ce que tes conditions de travail, ils ont changé? Comment, en fait, ça se passe pour un journaliste français sur place? Alors, je pense que les conditions de travail, elles ont changé. Bon, elles étaient déjà compliquées au Liban. Il y a des soucis avec la presse, ça coûte cher de faire du journalisme au Liban. On n'est pas aidé par l'État libanais, encore plus avec le conflit depuis octobre, parce qu'il faut une myriade d'autorisations pour arriver, par exemple, à la frontière. Il faut appeler les renseignements généraux, il faut des autorisations de l'armée, il faut des autorisations du Hezbollah aussi, parce que le Liban, c'est un État qui est très très faible. Et forcément, en conséquence, tous les partis politiques qui sont des milices au Liban, qui sont des milices de la guerre civile, des anciennes milices, se partagent un peu le territoire et contrôlent leur zone, et tu ne peux pas aller partout sans leur accord. Mais le vrai danger aussi en ce moment, c'est évidemment les tirs de l'armée israélienne. On a déjà 3 confrères qui ont été tués à la frontière en octobre dernier et en novembre parce qu'ils étaient journalistes. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas dans des zones dangereuses, ils étaient exposés, ils avaient des gilets presse, ils étaient avec des équipes de l'AFP, de Reuters, enfin voilà, et ils se sont quand même fait tirer dessus. Donc il y a ce danger aussi qu'on ait des civils dans un conflit qui n'épargne pas les civils. Laurent, on a vu aussi que des journalistes se faisaient arrêter au Liban, des journalistes israéliens notamment. C'est un peu particulier. Il y a un journaliste israélien qui a été arrêté mardi dans la banlieue sud de Beyrouth, justement. Je crois que c'était un journaliste britannique qui avait aussi le passeport israélien, qui a été arrêté, qui a été remis à la sécurité générale. Et aujourd'hui, il a pu rentrer, il a pu être extradé vers les États-Unis. En fait, il faut savoir que l'Israël et le Liban sont 2 pays en guerre, que les citoyens israéliens ne sont pas autorisés sur le sol libanais. De la même façon, les Libanais ne peuvent pas aller en Israël. Quand on bosse au Liban aussi, on ne peut pas avoir de sources, par exemple, Arthur le dira mieux que moi, mais de relations avec justement des personnes israéliennes. Donc il y a tout ce contexte-là, oui, effectivement. Après, c'est un cas particulier pour le coup. Ok. Usul. Ouais, le Liban, c'est un pays très particulier qui a été jadis décrit comme la Suisse de la région, tellement c'était un pays plus riche que ses voisins. C'est un pays où il y a beaucoup de communautés différentes, qui des communautés qui vont du coup un peu s'organiser elles-mêmes. C'est aussi pour ça qu'il y a un État qui est plus faible qu'ailleurs. Il y a aussi pas mal de corruption et tout, machin. Mais du coup, est-ce qu'il y a quand même un sentiment, moi j'avais ce sentiment-là pour avoir aussi couvert en 2019, à l'époque, il y avait des rassemblements en France de Libanais, de la diaspora, si vous voulez, qui avait quand même un sentiment national. Je voulais savoir où ça en était, ça, actuellement, sous le coup des attaques d'Israël. Et parce qu'on nous dit toujours, il y a le Hezbollah, d'accord, ok, mais il y a plein d'autres Libanais, parce que le Hezbollah, c'est quoi, 25-30% de la population libanaise qui va être liée à ces institutions. Mais et le reste est-ce qu'il y a une unité qui se recrée? Est-ce qu'il y a un sentiment national face à un agresseur? Arthur. Ouais, c'est une super question parce qu'en fait, c'est l'enjeu du Liban, la question du national et du nationalisme. C'est-à-dire que le Liban, c'était d'abord un mandat français jusqu'en 1943. Après, le Liban, il a eu son indépendance et il s'est créé autour d'un système qu'on appelle un système communautaire où toutes les minorités et toutes les confessions du pays se partageaient le pouvoir. Les chiites, les chrétiens, avec toutes les nuances de chrétiens, maronites, catholiques, les musulmans, sunnites, chiites, les druzes, tout le monde se partageait le pouvoir. Le problème, c'est que il y avait beaucoup d'inégalités entre les confessions. Je résume, mais ça a débouché sur une guerre civile pour énormément d'autres raisons régionales, sociales, économiques. Mais disons que dans les années 90, quand on est sorti de la guerre civile, toutes ces milices qui s'étaient battues, d'un coup, ont changé le treillis pour le costume de politicien. Et ils se sont mis au pouvoir. Et tout l'enjeu depuis les années 90 pour les Libanais,
c'est de réussir à faire un État unitaire, souvent laïque. Il y a beaucoup de Libanais qui demandent un État laïque, notamment en 2019, c'était pendant la révolution que tu mentionnes, Usul, c'était vraiment une des grosses revendications, l'État laïque, pour en fait avoir un nationalisme libanais pour les Libanais, et pas pour ses milices et pour ses grands chefs. Dans la dernière guerre de 2006, le Hezbollah était très populaire auprès de beaucoup de confessions, parce qu'il avait défendu l'intérêt national d'un Liban qui était envahi, qui était occupé par l'armée israélienne au sud. Après, le Hezbollah a beaucoup plus divisé par la suite parce qu'il a poursuivi des intérêts qui n'étaient pas vraiment des intérêts nationaux, qui étaient plutôt ceux de l'Iran, et il a divisé la population sur son entrée en politique. Mais encore aujourd'hui, la question des incursions qu'on voit maintenant sur le sol libanais par l'armée israélienne, la question de la guerre, la question de l'État qui est si faible et dirigé par des gens qui sont si corrompus, et la faiblesse de ces institutions qui sont complètement effondrées, eh bien, elle pose aux Libanais la question de leur État, quel État ils veulent. Et ça fait des années que le Liban et que les Libanais se battent pour avoir un État pour eux, qui soit un État unitaire et qui serve la population et pas des intérêts étrangers, que ce soit celle des milices qui sont présentes au Liban ou des voisins qui lorgnent sur le pays, quoi. Emilio. Mais justement, j'ai aussi une question pour toi, Arthur. Bonsoir. On entend beaucoup dans la bouche des propagandistes de l'armée israélienne que les Libanais attendraient qu'on les libère du Hezbollah, comme les Palestiniens, les Gazaouis attendaient qu'on les libère du Hamas. Toi qui y vis, qui vois et qui parle à des Libanais, ils sont dans quel état d'esprit vis-à-vis de ça, justement ? Est-ce que c'est vrai ? Non, c'est n'importe quoi. Globalement, c'est vraiment le grand discours qui est porté par l'extrême droite israélienne, par Netanyahou, qui est cette idée que libérez-vous du Hezbollah, on vient en libérateur. Il n'y a pas un Libanais aujourd'hui au Liban qui estime que l'armée israélienne est en train de libérer le pays. Pour la simple et bonne raison qu'ils en sont les premières victimes. On a parlé d'1 million de déplacés, on pourrait aussi parler de 2000 morts, on pourrait parler des civils qui sont mutilés dans les hôpitaux. C'est pas des gens qui se sentent libérés quand on leur envoie des bombes dessus. Après, il y a quand même une réalité, c'est que le Hezbollah, historiquement, divise. Et surtout, le Hezbollah, depuis 15 ans, a quand même un statut hégémonique au Liban. C'est-à-dire que c'est une milice qui, par rapport aux autres, est beaucoup plus armée, a un arsenal, était beaucoup plus influente et est capable disons, beaucoup plus influer sur le jeu politique. Maintenant, moi je me souviens, pour l'anecdote, j'avais fait un article à la mort de Nasrallah, le leader du Hezbollah, il y a 2 semaines, c'était il n'y a pas longtemps. C'était pour Paris Match, il voulait savoir quel était le sentiment des Libanais. Donc moi j'avais pris 3 Libanais. Un qui était super sympathisant du Hezbollah et qui évidemment était extrêmement triste, touché, c'était la mort de son leader. Un Libanais qui était déplacé, plutôt neutre et qui d'une manière générale s'en foutait un peu du Hezbollah parce qu'il avait perdu sa maison, il avait autre chose à réfléchir. Et puis j'avais choisi une présentatrice libanaise qui est très connue au Liban, qui s'appelle Dima Sadek, et qui est quelqu'un qui est historiquement la plus opposée au Hezbollah du Liban, quoi. Elle a une émission tous les lundis sur la plus grande chaîne du pays où elle critique le Hezbollah, elle les hait, elle s'est fait insulter, menacer, molester par le Hezbollah. Et quand je lui ai fait l'interview, elle m'a dit « mais j'ai presque pleuré ». Et je ne comprenais pas pourquoi quelqu'un qui était aussi en temps Hezbollah avait pleuré pour la mort du leader. Et elle me dit parce qu'en fait, le Hezbollah, pour moi, c'est à la fois des despotes, c'est à la fois ceux qui ont soutenu le régime de Bachar el-Assad, mais c'est aussi ceux qui ont libéré le Liban. Et pour elle, toutes ces casquettes se mélangeaient dans son esprit, au point qu'elle disait aussi, ce qui me fait peur, c'est pas tellement que le Hezbollah disparaisse, c'est que le Hezbollah disparaisse par l'action de Netanyahou. Et je pense que même chez les anti-Hezbollah, qui sont très nombreux au Liban, beaucoup de gens essaient de se débarrasser du Hezbollah et des milices depuis très longtemps, pas que du Hezbollah, il y a ce sentiment que c'est une victoire qui devrait être celle des Libanais, pas celle d'une armée étrangère qui tire sur la capitale, blesse des civils et tente des incursions terrestres. C'est pour vraiment donner le sentiment, quoi. Au Liban, les sentiments sont hyper complexes parce que c'est les sentiments d'une guerre. Et quand les gens se sentent menacés et en danger, eh bien, ils nourrissent toutes ces ambiguïtés en eux. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a menacé mardi dernier les Libanais de subir, je cite, des destructions comme à Gaza s'ils ne libéraient pas, entre guillemets, leur pays du Hezbollah. Est-ce que ces paroles bellicistes t'inquiètent ? Est-ce que tu penses qu'il est possible qu'il y ait une opération armée au sol de grande ampleur de l'armée israélienne au Liban ? Donc une nouvelle occupation à horizon proche ? Probablement une nouvelle opération dans la foulée, mais à minima déjà l'entrée sur le territoire des forces armées. Alors déjà des entrées, on a quelques-unes. On a vu des incursions dans des villages, on a vu un drapeau qui avait été planté vraiment au tout premier centaine de mètres d'un village, donc c'était pas non plus un village qui avait été occupé. Mais disons que les Libanais,
tout le monde ici a les mémoires du passé. 2006, c'est l'armée israélienne qui monte jusqu'à Beyrouth. L'occupation israélienne, c'est 15 ans de présence militaire israélienne sur une partie non négligeable du territoire. Et aujourd'hui, on est dans un point de telle bascule au Liban, les gens ont tellement peur qu'ils imaginent tous les scénarios. Et donc oui, on sait que dans l'extrême droite israélienne, il y a des gens qui veulent une occupation du sud Liban parce qu'ils estiment que ça créera une zone tampon qui les séparera du nord israélien, où eux aussi, les habitants du nord israélien sont partis et ne sont pas revenus chez eux depuis un an. Le problème, c'est que l'occupation israélienne, c'est ce qu'a créé le Hezbollah. Le Hezbollah et ses alliés, pas que d'ailleurs, il n'y a pas que lui, sont nés de l'occupation israélienne. Et puis, il y a vraiment cette grande question de savoir aussi si Israël et si le gouvernement de Netanyahou imposent une occupation, qu'est-ce qui va se passer dans le reste du territoire ? Le discours de Netanyahou, quand Netanyahou a dit, je ne me rappelle plus la traduction exacte, mais c'était une manière de dire « débarrassez-vous du Hezbollah ou la guerre continuera et vous connaîtrez les souffrances de Gaza ». On peut déjà noter qu'il reconnaît quand même que les souffrances de Gaza, c'est les souffrances qui pèsent sur les populations civiles. Et les Libanais, ils ne sont pas ignorants de ça. Ça fait un an qu'on le voit à la télévision, les souffrances du peuple gazaoui. Maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce que c'est pas quelque chose pour renforcer les tensions communautaires au Liban ? Le Liban, c'est quand même un pays qui a connu une guerre civile. Le Hezbollah est en très mauvaise posture et on a peut-être qui voudront prendre sa place. C'est le grand danger aujourd'hui. Là, le quartier dont j'ai entendu une frappe là, il y a 1 heure, c'est un quartier qui est au milieu de plein de quartiers confessionnels du Liban. Chrétiens, drus, enfin pas le quartier druzes, mais chrétiens, musulmans, chiites. Il y a beaucoup de gens au Liban qui ont peur que ça puisse créer des tensions communautaires et que ce soit aussi un jeu pour diviser la population libanaise, ce qui est très facile à faire dans une situation de crise qu'en plus le Liban connaît depuis 5 ans. Namo ? Mais justement, si éventuellement dans le scénario où il y aurait une incursion au sol, l'armée israélienne serait face à quel type d'armée au Liban ? Une armée libanaise ou une armée composée essentiellement de militaires, Miliciens. de miliciens du Hezbollah ? Elle serait face au Hezbollah. D'ailleurs, elle l'est déjà, pour tout dire. L'armée libanaise, au moment où il y a eu une première incursion dans le sol libanais, là, il y a quelques jours, elle a quitté son poste. Il y a eu quelques échanges de tirs, mais l'armée libanaise n'est pas assez forte, n'a pas les moyens. L'armée libanaise, ils n'ont pas d'essence pour mettre dans les blindés, quoi. Ils sont à un point de rupture tel qu'ils n'ont pas les moyens de protéger le territoire. Au point que même en 2006, légalement, je ne vais pas rentrer dans des détails légaux, mais d'une certaine manière, le gouvernement libanais reconnaît la force du Hezbollah pour défendre le sud Liban. La notion de résistance que met en avant le Hezbollah, c'est quelque chose qui est aussi reconnu par la loi au Liban. Le problème, c'est que c'est pas forcément une bonne nouvelle d'avoir des groupes armés. En plus, pour le coup, Hezbollah, qui est un groupe idéologisé, qui est un groupe... en 2006, il y avait plusieurs groupes enfin même avant 2006, pendant l'occupation israélienne, il y avait plusieurs groupes qui se revendiquaient de la résistance. Il y avait des pro-syriens, il y avait des communistes, il y avait des chrétiens. Et il y avait des groupes comme le Hezbollah qui étaient beaucoup plus des groupes islamistes inspirés de la révolution iranienne et qui ensuite, quand ils ont assis leur hégémonie au Liban par les armes et quand ils sont rentrés dans le jeu politique, n'ont pas fait forcément du bien au pays. Le problème, c'est est-ce qu'aujourd'hui le Liban a le choix, en tout cas quand on se met à la place d'un Libanais du Sud-Liban, est-ce qu'un Libanais du Sud-Liban a le choix de plébisciter une armée libanaise qui n'existe pas ? Ou est-ce qu'il va se ranger du côté d'un Hezbollah dont il n'est peut-être pas en accord avec les principes politiques, mais il reconnaît que c'est la dernière force armée qui peut empêcher une incursion d'un pays étranger ? Parce qu'à la fin, l'équation, c'est ça. Les Libanais, c'est aussi des gens qui, on parle du sentiment nationaliste, qui ont envie qu'on respecte la souveraineté de leur territoire et qui n'ont pas envie qu'une armée étrangère y pénètre. Et malheureusement, c'est toutes ces équations et toutes ces données avec lesquelles les Libanais doivent peser le pour et le contre en ce moment, en subissant un conflit qui les touche directement. Laurent ? Tu avais une question à lui poser, je crois, sur la guerre civile. Oui, enfin, je vais compléter la question d'Emilio. Enfin, tu en as déjà beaucoup parlé. On voit aussi que cette guerre provoque déjà aujourd'hui éventuellement quelques tensions. On a pu voir hier sur la corniche à Beyrouth, justement, des heurts. On entend aussi parler, ça et là, de propriétaires d'appartements qui refusent que leurs locataires, par exemple, accueillent des réfugiés. Enfin, ma question, c'est est-ce que justement on voit bien que la classe politique libanaise affiche aujourd'hui une forme d'unité face à cette guerre, mais est-ce que par le bas, c'est quelque chose, le discours de Netanyahou et la menace des bombes quelque part, est-ce qu'elle
Est-ce qu'il ne risque pas d'effriter justement cette solidarité nationale? En tout cas, à l'usure, elle peut. C'est ça le risque, c'est que pour l'instant, on voit quand même un grand élan de solidarité au Liban. J'ai quand même des anecdotes qui sont assez terribles, moi, sur des amis qui sont allés s'installer dans des zones au nord de Beyrouth, dont le père s'est fait agresser au couteau par un groupe politique. Il y a quand même des tensions qui existent. Et t'en mentionnais certaines qu'on a vues à Beyrouth ces derniers temps. Il y a vraiment un risque que ça s'exacerbe avec si vraiment la guerre dure. Le Liban, c'est un pays, encore une fois, où il y a vraiment ces tensions communautaires qui existent. Les divisions au Liban, elles sont institutionnalisées. Il y a des quotas dans tous les secteurs de la vie publique entre les confessions. Et d'une manière générale, toutes ces milices dont je parlais de la guerre civile, elles ont besoin de la division pour exister. Moi, je me souviens d'un article que j'avais fait pour Libération, c'était en juin, et c'était justement comment ces milices vont profiter de la guerre. Je parlais à la fois du Hezbollah, qui à l'époque était en train de grandir en termes de popularité et avait les moyens, si la guerre se terminait à ce moment-là, de vraiment revendiquer une victoire et de resserrer ses rangs et de se poser en défenseur du Sud-Liban et donc de gagner en hégémonie. Tous ces alliés qui étaient avec lui dans la bataille, qui eux aussi allaient grandir, à la fois certains alliés chiites, mais aussi par exemple une mouvance proche des frères musulmans qui était en train de monter au Liban. Et puis d'un autre côté, des milices chrétiennes qui sont beaucoup plus politiquement dans l'opposition au Parlement, qui sont assez faibles en ce moment parce qu'elles ont beaucoup moins de pouvoir que les autres, et qui étaient en train à cette époque-là, pendant l'été, je me souviens, mettaient des petites milices de quartier pour montrer qu'elles tenaient leur bastion et un peu montrer les muscles en mode milicien pour montrer que voilà, elles existaient. La question, c'est de savoir maintenant, avec un tel danger sur le Liban, comment ces groupes qui ne poursuivent pas des intérêts nationaux, poursuivent d'avant tout leur propre intérêt de milices, de groupes qui veulent le pouvoir, comment ils vont réagir? Est-ce qu'ils vont jouer le jeu de pas trop se taper dessus pour garantir la stabilité d'un pays où ils ont encore envie de se partager un peu les bastions, ou est-ce qu'ils vont profiter du chaos pour un peu se mettre face à face et essayer de changer le rapport de force? C'est ça aussi qu'inquiète vraiment les habitants ici au Liban. Usul? Ouais, le Liban, ça a été aussi, c'est un pays qui avait, mine de rien, une très grande vie culturelle, une très grande vie intellectuelle, etc. Et il y avait, mais il y a eu aussi une énorme diaspora depuis, sous le coup des difficultés économiques. Beaucoup de jeunes qui étaient l'avenir de la nation se sont barrés à gauche, à droite. Il y a une diaspora importante, y compris en France, et de gens qui sont allés faire leurs études et puis qui ne sont pas rentrés, et qui essaient de soutenir leur famille comme ils peuvent. Quel est le rôle aujourd'hui? Quel peut être le rôle aussi de cette diaspora en dehors du Liban, qui parfois, elle, continue de nourrir justement ce sentiment national depuis des pays un peu lointains? Est-ce que cette diaspora peut être écoutée par des pays comme la France, qui, quand Macron va voir là-bas après l'explosion dans le port, il vient dire qu'il est un grand ami du Liban? Et du coup, est-ce qu'au Liban, les regards sont tournés vers l'extérieur? On attend une aide extérieure, que ce soit celle de la diaspora ou des pays qui se disent alliés quand il faut? La diaspora, je pense que c'est terrible pour elle, ces 5 dernières années, parce qu'elle a été mobilisée à tous les moments de crise. Et à chaque fois, elle s'est retrouvée face au mur d'une réalité qui était celui qu'elle ne pouvait pas vraiment changer les choses, comme les gens qui étaient coincés au Liban. En 2019, il y avait plein de manifestations à Beyrouth, mais aussi à l'étranger. La diaspora s'était mobilisée à Paris, à Londres, à Berlin, aux États-Unis. Et le régime libanais, le système confessionnel est resté. Pendant l'explosion du port de Beyrouth, la diaspora a été ultra active pour envoyer de l'aide, mettre en avant ce qui s'était passé, raconter, etc. Depuis un an, la diaspora essaie d'alerter sur ce qui est en train de se passer au Liban. Essaie d'alerter en disant il ne faut pas que le Liban soit un nouveau Gaza, il ne faut pas un retour de l'occupation. Essaie d'envoyer, là, on a des tonnes d'aides qui sont envoyées par la diaspora libanaise, avec pour les déplacer aujourd'hui des matelas, de la nourriture, de l'aide psychologique. La diaspora, elle est toujours en train de subir un pays qu'elle ne peut pas quitter parce que l'actualité la rattrape toujours à l'étranger, et elle essaie de faire son maximum. Mais aujourd'hui, le problème, c'est qu'elle fait face à une situation de guerre qui est absolument inédite, où à mon avis, comme les Libanais, elle doit se sentir absolument impuissante, parce que moi je connais plein de gens de la diaspora qui essaient d'alerter sur les réseaux sociaux, qui essaient d'en parler. Qu'est-ce que ça pèse aujourd'hui après un an de Gaza, après des dizaines de milliers de morts à Gaza? Qu'est-ce que ça pèse aujourd'hui de mettre en avant, d'en parler? Il y a un sentiment un peu de désespoir. Et aussi, quand on compare, par exemple, à l'explosion du port de Beyrouth, moi, je me souviens, au lendemain de l'explosion du port de Beyrouth, il y avait des dizaines, des centaines de tentes
dans les rues pour donner à manger, des sandwichs, de l'eau, etc., de tous les pays, de toutes les associations. Là, vous descendez à Beyrouth ce soir, il n'y a rien. Il n'y a pas un pays qui a planté une tente pour donner de l'aide humanitaire aux déplacés pour une situation qui est encore plus dramatique. Donc il y a un sentiment d'abandon des populations civiles et je pense que la diaspora se retrouve face à une guerre qui est en prolongement de celle de Gaza, avec cette idée qu'il y a une inertie totale des diplomaties occidentales ou alors une inefficacité totale de pays qui essayaient de contenir une situation qui en fait ne fait que s'aggraver, mais sur la durée. Merci beaucoup Arthur d'être venu sur Backseat pour nous parler de ce que tu vis et de ce que tu vois au Liban. Je précise qu'on peut retrouver ton travail sur Radio France, sur Libération, sur LCI, sur Arte et sur ton Twitter et Instagram. C'est Arthur Saradin, S-A-2-R-A-D-I-N, tout attaché. Merci du fond du cœur Arthur d'être venu sur le plateau de Backseat. Je te souhaite de rester en sécurité autant que possible et bon courage pour la suite de ton boulot. Merci, puis merci de parler du Liban et de continuer à parler de la situation. Merci à toi Arthur, c'est grâce à toi. Merci à toi aussi Laurent d'être venu sur le plateau de Backseat, ça m'a fait super plaisir. Laurent, c'est quoi ton avenir immédiat à toi? Tu vas retourner sur le terrain? Tu sais pas encore? J'étais censé rentrer pour une durée déterminée. Je ne sais pas quand est-ce que je vais y retourner. On peut suivre aussi Lorient le Jour, du coup, sur... Lorient le Jour, effectivement, tu as raison. Sur Twitter, sur Instagram, sur le site Lorient le Jour, vous pouvez vous abonner avec une couverture en live des événements en direct, des analyses aussi. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Laurent, merci d'être venu sur le plateau de Backseat. Merci beaucoup à toi. Merci à vous deux d'être venu nous parler de ce sujet difficile et de cette actualité brûlante. Il se passe beaucoup de choses, ça évolue au jour le jour. C'est très difficile, y compris pour Backseat, de traiter cette question et ce sujet brûlant dans de bonnes conditions. On a essayé de faire notre mieux avec des journalistes compétents, y compris sur le terrain. Merci à eux d'être venus. Autre sujet...